Histoire naturelle, le podcast qui parle de notre rapport à la nature à travers des regards et des approches multiples. Animé par Tassani Allo. Pour ce podcast, j'ai décidé de parler de ville et de nature. Porté par l'enthousiasme de la communauté universitaire, non universitaire et la communauté de lecteurs et de lectrices qui m'entourent, le projet a pris une nouvelle tournure. Il s'agira de parler de ville et de nature à travers plusieurs épisodes, plusieurs capsules où chacun prendra la parole pour discuter de problématiques contemporaines. J'ai souhaité recueillir la parole de ceux qui ont une pratique sur le terrain, ainsi que ceux qui fabriquent le savoir dans les domaines de la géographie et de l'histoire. J'interrogerai ensuite la littérature et le cinéma pour former une sorte de cycle de la ville et de la nature dans une perspective multidisciplinaire. La question de la construction écologique d'une ville et la protection de la biodiversité urbaine introduit d'un côté des espaces naturels non maîtrisés présents dans les franges urbaines à proximité des marges routières comme les bordures d'autoroutes ou les alentours ferroviaires par exemple, et de l'autre côté une nature paradoxalement domestiquée et esthétisante comme nous le rappellent Jean-Pierre Lévy et Isabelle Hajek dans leur questionnement au sujet de la ville durable. Aujourd'hui, je me suis entretenue avec Arnaud, géographe de formation, spécialisé dans les transports en commun. Récemment, il s'est intéressé aux problématiques de l'étalement urbain. Sa vision est celle d'un évaluateur chargé de donner son expertise en matière d'insertion des transports dans les espaces urbains. Nous avons parlé de cela, mais aussi d'écoquartiers, de zones commerciales et industrielles. Les problèmes écologiques auxquels nous faisons face dans nos vies quotidiennes semblent difficilement remis en question dans les politiques publiques, malgré un discours écologique permanent. Sur le terrain, comment cela se passe-t-il ? Bonjour, je m'appelle Arnaud, j'ai 31 ans. Je suis diplômé d'un master de géographie spécialisé dans les transports en commun. Je suis actuellement chargé d'affaires et évaluateur dans l'aménagement de la voirie pour les lignes de tramway en France et à l'étranger. Et je travaille aussi à l'évaluation de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite des gares. Du coup, est-ce que tu peux nous dire, par rapport à ton lien avec l'espace urbain, quel est ton travail, comment tu travailles dans l'espace urbain ? Concrètement, je travaille principalement sur des lignes de tramway en construction, en France et en Algérie. Et donc mon travail est de vérifier que le travail fait par la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage respecte la réglementation au niveau législation, mais aussi les règles de l'art, c'est-à-dire les guides de conception, d'aménagement de la voirie qui sont créés par les services de l'État. Et dans ton expérience professionnelle, est-ce que tu as des exemples de végétalisation au niveau des espaces où passe le tramway ? Comment ça se passe ? Eh bien, quand on construit de nouvelles lignes de tramway, régulièrement, les maîtrises d'ouvrage et les maîtrises d'œuvre font en sorte de reprendre la conception des routes empruntées par le tramway de manière importante, dans le sens où on a vu dans pas mal de villes, un peu partout en France, d'anciens axes routiers qui avaient un caractère vraiment très très routier, justement, avec parfois des 2x2 voies, 2x3 voies, vraiment dédiés à l'automobile, qui étaient très bétonnés, très pollués. Et l'arrivée du tramway a permis en fait de redonner une place à des modes de transport beaucoup plus propres, on va dire, pour l'environnement, puisque en fait le tramway c'est à peu près 7 mètres de largeur, c'est une plateforme d'environ 7 mètres de largeur, donc ça occupe environ 2 voies de circulation voiture. Donc ça permet de réduire la place de la voiture. En plus du projet tramway, il y a aujourd'hui une volonté d'appliquer systématiquement une autre politique qui est celle d'aménager des itinéraires cyclables le long de ces axes. Donc vous avez aussi des pistes et des bandes cyclables qui apparaissent dans le cadre de ces projets. Donc par conséquent, il y a un nouveau partage de la voirie qui se fait avec moins de circulation automobile. La plateforme
en elle-même, elle est assez régulièrement végétalisée, quand c'est possible, parce que parfois quand on passe dans des rues trop étroites, la plateforme reste quand même bétonnée pour pouvoir laisser passer soit les riverains, soit parfois les services de secours. Mais dès que c'est possible, la volonté des différentes mairies et des maîtrises d'œuvre, faire en sorte de mettre un maximum d'espace végétalisé. Ça passe aussi par l'ajout d'un certain nombre d'arbres ou d'espaces verts autour de la ligne de tramway, dans les rues, là où c'est possible. Donc il y a un gros travail par rapport à ça qui permet de vraiment remodeler en profondeur la physionomie de la ville. Et puis, en plus de ça, les nouvelles lignes de tramway s'accompagnent souvent d'un gros travail de renouvellement urbain. Soit ce sont des anciens quartiers un peu dégradés qui font l'objet d'un travail pour réhabiliter le logement ancien, soit ce sont des quartiers qui font l'objet vraiment de grosses modifications en matière d'urbanisme, qui sont parfois d'anciennes friches industrielles, qui sont totalement reconverties en l'espace de quelques années et donc qui offrent un aspect totalement différent. Et la particularité des villes en France, c'est pas justement apporte des difficultés à l'aménagement des tramways, dans le sens où les villes sont plus anciennes, je pense en comparaison avec des grosses villes comme aux États-Unis ou autres. Oui, c'est vrai qu'aux États-Unis, les villes sont très différentes. Si vous prenez des pays comme l'Australie, ou les États-Unis ou le Canada, où les routes sont souvent avec un plan orthogonal, avec des très grandes artères qui se coupent à angle droit. C'est vrai que les villes européennes se distinguent souvent par des axes routiers plus étroits, plus sinueux. Donc la circulation des tramways est évidemment différente. Le partage de la voirie est aussi extrêmement différent. En Amérique du Nord ou en Australie, vous avez très couramment en plein milieu de la ville des 2x4 voies et ça n'étonne personne. Alors qu'en Europe, il est vraiment très rare. Ça se limite vraiment à quelques gros axes dans des très grosses villes. Donc effectivement, la morphologie urbaine est très très différente. Alors concrètement, au niveau des écoquartiers, j'ai eu l'occasion, lorsque j'étais en Master 2 de géographie, d'aller faire un voyage d'études à Stockholm, donc, en Suède. Et on a eu l'occasion de visiter un écoquartier qui s'appelle Hammarby Sjöstad, qui est exactement un quartier de Stockholm, donc qui est à proximité du centre-ville, et qui est l'un des exemples qui a été créé il y a une dizaine d'années maintenant, et qui est l'un des écoquartiers les plus aboutis en Europe. Donc c'est un quartier qui mêle à la fois de l'habitat, des commerces et des bureaux, afin de faire en sorte en fait que les habitants du quartier n'aient pas besoin de faire des distances énormes pour aller travailler. On fait en sorte que tout soit disponible à proximité afin de favoriser l'usage de la marche, du vélo, des transports en commun. À travers le quartier, vous avez une ligne de tramway qui irrigue tout le quartier. Vous avez énormément d'espaces verts entre les différents immeubles, avec des grandes coulées vertes en fait, qui sont aménagées pour les piétons et les vélos. Il y a énormément de place pour l'eau à proximité, parce que Stockholm est une ville qui est constituée en fait de beaucoup de bras d'eau un petit peu partout. On est à proximité de la mer Baltique. Donc il y a un service de bateau-bus en fait qui permet de relier d'autres quartiers de Stockholm. Il y a un système très poussé aussi de récupération des déchets. Lorsqu'ils ont construit les bâtiments, ils ont fait en sorte aussi qu'il y ait des panneaux solaires, que les bâtiments soient haute qualité environnementale, faire en sorte qu'il y ait tout un ensemble d'actions pour réduire l'impact écologique, notamment mettre des embouts sur les robinets pour faire en sorte de consommer moins d'eau. Il y a tout un ensemble de pratiques qui ont été mises en place dans ce quartier-là et qui font qu'aujourd'hui ça fait partie des meilleurs exemples d'écoquartiers en Europe. Et donc c'est pas possible pour nous en France de faire la même chose? Qu'est-ce qui freine? Si, c'est tout à fait possible. L'idée, elle est là. Dans l'absolu, ce que font les Suédois, on le fait déjà en France, mais de manière sporadique. C'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des projets aussi conséquents. Et on n'applique pas forcément non plus toutes les mesures qui ont été mises en œuvre sur ce projet en Suède. Des bâtiments haute qualité environnementale, on en a en France. Mettre des embouts sur les robinets, ça n'a rien d'exceptionnel en soi, on le fait déjà parfois.
Mais ce qui est très intéressant dans le projet suédois, c'est qu'il y a vraiment eu quelque chose de complet. Ils ont vraiment conçu ça comme un tout cohérent. Alors qu'en France, on n'a pas forcément tout qui est mis en place. Donc on a de belles réalisations aussi en France, dans certaines villes. Ça va pas aussi loin que ce qu'ont fait les Suédois il y a une dizaine d'années. Est-ce que c'est pas paradoxal de partir dans un étalement urbain tel qu'on voit aujourd'hui en France? Le problème avec l'étalement urbain, c'est que petit à petit, en fait, on consomme des espaces forestiers ou des espaces agricoles, petit à petit, et ce qui fait que d'anciennes zones habitées qui étaient autrefois à proximité d'une zone agricole finissent par être totalement incluses dans la ville. Le problème, c'est que, notamment quand on voit les zones commerciales, notamment, ou les sites industriels, on voit encore aujourd'hui en France énormément de terrains agricoles qui sont consommés par le développement de ces activités à proximité des grands axes routiers notamment. Il y a des choses un petit peu aberrantes aujourd'hui qui continuent à se faire et qui sont très peu remises en cause, mis à part par un certain nombre de milieux associatifs. Moi, quand je vois notamment une zone commerciale aujourd'hui s'étaler sur des espaces absolument immenses, alors que la densité des bâtiments est extrêmement faible, ça pose quand même question. Aujourd'hui, quand on construit un centre commercial, ou même quand on prend les anciens centres commerciaux construits à partir des années 60, on se rend compte que tous les magasins sont de plein pied, il y a juste un rez-de-chaussée, il n'y a jamais d'étage. Il est très très rare de voir plus d'un rez-de-chaussée dans un de ces bâtiments, ce qui est totalement aberrant. On préfère construire un centre commercial s'étalant sur 5, 7 ou 10 000 mètres carrés de plein pied, plutôt que de faire l'effort de construire sur 2, 3, 4 étages, sachant qu'on a tout ce qu'il faut techniquement pour faire monter les clients au premier, au deuxième, au troisième étage. On a des ascenseurs, on a tout ce qu'il faut, mais on s'obstine, même dans les zones commerciales les plus récentes, à construire systématiquement de plein pied. Même chose pour les parkings qui s'étendent sur des surfaces vraiment démentielles dans certaines zones commerciales. Il y a des choses un peu aberrantes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est capable de dire voilà, on va construire un immeuble sur 5 ou 6 étages sans que ça pose le moindre problème, et dans les zones commerciales on n'est pas capable de faire ça. C'est quand même un petit peu étrange. Alors on s'étale de manière démesurée, alors qu'on pourrait très très bien faire quelque chose de beaucoup plus réfléchi. L'autre problème avec ces zones commerciales, c'est que quand on construit une zone commerciale, il n'y a que des commerces. Il n'y a pas d'habitat dans ces quartiers en périphérie de l'agglomération, ce qui fait que absolument personne ne peut aller faire ses courses à pied ou à vélo, d'autant plus qu'il y a très peu d'aménagement pour ces modes-là. Donc en fait, on est quasiment obligé d'y aller en voiture. Les transports en commun étant souvent assez faibles aussi dans ces quartiers-là. Et on se retrouve avec des choses un petit peu aberrantes qui continuent à se faire, malgré les bonnes volontés affichées par les élus locaux. Donc il y a des choses encore aujourd'hui qui tiennent pas trop la route et qu'il va falloir, je pense, discuter dans les prochaines années. Et ce zonage particulier, est-ce que c'est dû à une volonté plutôt économique dans le plan local d'urbanisme des communes, ou c'est juste par habitude qu'on fait des zonages uniquement dédiés au commerce ou aux entreprises? On continue en fait plus ou moins à faire ce qui se faisait à partir des années 60 en fait. Quand on regarde aujourd'hui les zones, les différentes zones en fait commerciales, on voit qu'il y a encore aujourd'hui des volontés d'étendre des zones commerciales existantes avec une vocation purement commerciale ou purement industrielle, alors que bien souvent les commerces et les industries qu'on trouve dans ces zones, on pourrait faire en sorte de les intégrer dans des quartiers d'habitation. Typiquement des commerces qu'on trouve dans des zones commerciales, notamment un Decathlon, un Auchan, un Carrefour, etc. Ce sont des choses qu'on trouve très régulièrement sous un format plus petit en centre-ville, qui s'intègrent extrêmement bien dans un quartier d'habitation en centre-ville ou dans des quartiers directement autour du centre-ville. Même les sites industriels, bien souvent, dans les zones d'activité, on trouve des petits sites industriels
souvent des PME ou des TPE, qui sont pas particulièrement bruyantes, pas particulièrement polluantes, qui consomment pas forcément beaucoup d'espace, mais qui par habitude sont implantées dans une zone d'activité, parfois en plein milieu de la Cambrousse, alors qu'on pourrait très bien l'intégrer au milieu de l'habitat sans que ça pose de problématiques particulières. Et aujourd'hui, on continue encore aujourd'hui à faire des zones comme ça, des zones d'activité commerciale ou des zones d'activité où on continue à implanter parfois en plein milieu de la campagne, à 2-3 km de la première habitation, le long d'une route, simplement par habitude, sans se dire qu'on aurait pu revitaliser tel morceau de la ville parce qu'il y a des friches industrielles, parce qu'il y a des quartiers qui sont en mauvais état ou qui sont morts, quoi, qui n'ont plus beaucoup d'activité au quotidien, où il n'y a pas grand monde dans les rues. Voilà, on pourrait vraiment se poser la question de, plutôt que de continuer à construire des zones à gauche, à droite, plutôt se poser la question, est-ce qu'on pourrait pas mettre telle activité directement dans le centre-ville ou dans un quartier c'est la question autour du de la dévitalisation des centres-villes. Oui, il y a cette question-là aussi. Aujourd'hui, on a énormément de petits commerces qui sont en grande difficulté, qui sont malheureusement en concurrence avec ces grandes zones commerciales en périphérie de la ville, qui sont très dynamiques, qui bénéficient de moteurs comme Auchan, Carrefour, Leclerc, etc. Et aujourd'hui, les gens y vont un petit peu par habitude et par facilité, alors que bien souvent, il y a souvent tout ce qu'il faut à proximité. Donc voilà, le problème c'est qu'il faut redonner un petit peu de visibilité à ces commerces du centre-ville, expliquer aux gens que il en va de la revitalisation de leur ville, de la vie du centre-ville, la réputation de la ville aussi, parce que un centre-ville qui est plein de friches commerciales, c'est quand même un peu triste, ça donne une image quand même pas très valorisante de la ville en question. Donc il y a un vrai besoin de rééquilibrer un petit peu le curseur entre les commerces de centre-ville ou les commerces de quartier et ces grandes zones commerciales qu'on continue à développer par volonté de créer absolument de nouveaux emplois, par volonté de développer des zones économiques. Et paradoxalement, ces zones, en plus, les promoteurs immobiliers qui les construisent sont obligés de les végétaliser d'une certaine manière, avec un certain pourcentage de végétalisation, alors que c'était déjà des espaces de nature auparavant. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les projets les plus récents, il y a une volonté des promoteurs immobiliers de verdir un petit peu la zone commerciale ou la zone industrielle pour présenter une image un petit peu plus valorisante. Bon, cela dit, ça reste quand même des zones commerciales et des zones industrielles construites un peu sur le même principe que celles construites depuis les années 60. C'est-à-dire qu'on se retrouve presque toujours avec des bâtiments de plein pied, avec un accès très privilégié à la voiture, parce que très souvent, la voiture est considérée un peu comme le seul et unique moyen pour aller faire ses courses. On continue toujours à construire ces quartiers-là dans des zones où il y a peu ou pas d'habitation, ce qui fait que on peut pas y venir à pied, on peut pas y venir à vélo, par manque d'aménagement. Donc c'est vrai que sur les projets les plus récents, on dit tiens, ils ont mis 2-3 arbres. Je prends pour exemple la petite Madeleine à Chambray-les-Tours. Oui, c'est un très bon exemple. C'est un exemple type d'une zone commerciale qui a été construite ces dernières années, qui veut donner une image un petit peu plus valorisante des zones commerciales. Alors, c'est vrai que c'est plutôt joli, ils ont fait en sorte de faire 2 grandes promenades le long des magasins, dédiées aux piétons. Ils ont fait en sorte de faire un effort sur l'architecture des bâtiments, faire en sorte de végétaliser les lieux, mais ça n'en reste pas moins une zone commerciale qui, en grattant un peu, est quand même assez similaire à ce qui existe depuis des décennies. C'est-à-dire que on a toujours 2 très grands parkings qui sont construits sur toute la zone. La plupart des gens viennent en voiture, parce qu'il n'y a aucune habitation autour de cette zone commerciale. Les pistes cyclables, alors les rues ont été un petit peu refaites autour, mais on ne voit pas grand monde circuler à vélo. Les transports en commun sont pas forcément très attractifs non plus, parce que
étant donné qu'on est loin des zones d'habitation et que l'offre de transport est pas forcément incroyable, ben c'est pas non plus très attractif en transport en commun. Donc bon, on a toujours une zone commerciale qui essaye de verdir son image, mais qui dans les faits n'est pas très verte au fond pour différentes raisons. Donc il y a un vrai travail à faire encore là-dessus, je pense. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de volonté de la part de l'État de mener des politiques vraiment pour changer la façon de faire une zone commerciale ou industrielle en France. Il n'y a que quelques initiatives un peu timides à gauche à droite de la part d'élus locaux ou de la part de promoteurs immobiliers pour améliorer un petit peu l'impact écologique de ces projets-là, mais sans jamais aboutir à quelque chose de véritablement différent. Mhm.